Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de ne pas forcément apprendre de nouvelles choses aujourd'hui, mais on va s'intéresser plus spécifiquement à l'organisation. Donc un des problèmes que l'on va rencontrer lorsqu'on va travailler sur des vraies maquettes, c'est d'arriver à bien organiser notre CSS et trouver des noms corrects pour nos classes. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partager avec vous mon expérience et de vous donner déjà un petit guide qui devrait vous aider. Alors d'abord, la première chose que moi je fais lorsque j'arrive sur un projet, c'est de prévoir toutes les variables CSS que je vais avoir besoin d'utiliser. Si le designer a bien fait son travail, il vous fournira avec la maquette ce que l'on appelle un design system. C'est quelque chose que vous pouvez sinon extraire vous-même de la maquette. Dedans, ça liste les différents styles de texte qui sont utilisés, les différentes couleurs et certains composants que l'on peut retrouver dans le design. L'avantage, c'est qu'à partir de ça, on peut extraire quelques informations. Donc moi, la première chose que je fais lorsque je travaille sur un projet, c'est utiliser le sélecteur route et venir déclarer l'ensemble des variables qui sont utilisées. Donc par exemple, le texte, ça va être la couleur des textes et je vais prendre la couleur qui correspond. Et je vais comme ça venir reporter l'ensemble des couleurs. Je vais aussi créer des variables pour les différents styles de texte. Si par exemple il y a des moments où il y a des polices alternatives, je vais créer une variable sans, ça va être pour la police qui est utilisée pour le sans sérif. Et si j'ai une police différente qui est utilisée pour le sérif, je crée une variable. Et je définis comme ça l'ensemble des variables qui sont utilisées dans mon système. L'autre chose que je fais, c'est dès le début définir l'ensemble des calques que je vais utiliser. Donc ces calques, c'est un peu toujours les mêmes. J'ai d'abord un truc que je vais appeler reset. Je vais avoir base, donc ça va être pour tous mes styles qui vont être un peu basiques. Je vais avoir layout, donc ça va être tous les styles qui vont avoir attrait à la structure de la page. Par exemple, c'est là que je vais mettre le container, ce genre de choses. Je vais avoir un layer components, donc ça va être pour les composants. Typiquement, c'est les petits éléments que l'on retrouve dans notre design, comme par exemple les boutons, les cartes ou ce genre de choses. Je vais ensuite avoir un layer pour les modules. Donc ça sera typiquement les sections que j'aurai dans ma page. Et enfin, un layer pour les utilities. Donc ça, ce sont des classes qui vont être ultra génériques, mais qui doivent l'emporter sur toutes les autres classes. Et là, j'ai vraiment ma structure de base. Ensuite, je vais avoir des sous-dossiers pour un petit peu mieux m'organiser. D'abord, je vais avoir un premier dossier que je vais appeler base, dans lequel je vais mettre tous les styles de base. Dedans, j'y crée en général mon fichier reset.css. Donc là, je vais mettre mon reset. Je vais avoir un autre fichier que je vais appeler typographie ou texte. Et dans ce fichier-là, je vais mettre l'ensemble des styles de texte. Donc si je reprends le cadre où on a un design system, je vais retrouver l'ensemble des typographies qui sont utilisées. Je vais reporter les valeurs. Donc dans le cadre de Figma, je peux par exemple copier le CSS. Et je vais venir dire, j'aurai un texte pour les titres de premier niveau, et ça sera ce style-là. Bon, en vrai, je ne prendrai que ce qui m'intéresse, mais vous voyez le principe, on prend que les styles de texte. L'avantage, c'est qu'on pourra réappliquer ces styles de texte partout où on a cet élément-là. Si j'ai un design system, je peux définir l'ensemble de ces styles en amont. Si je n'en ai pas, ce que je fais, c'est que je les définis un peu au fur et à mesure. Ensuite, je peux avoir d'autres fichiers. Par exemple, j'ai souvent un fichier colors, où là, je peux définir des styles particuliers comme des dégradés ou des box shadows, ce genre de choses. Donc là, c'est tous les styles qui ont attrait à des couleurs spécifiques qui ne rentreraient pas simplement dans une variable CSS. Je crée aussi un fichier layout. Donc ça, je vous l'ai évoqué lorsqu'on a parlé des calques. Donc dans layout, c'est là où je mets des styles un peu génériques qui ont attrait à la structure de la page. Donc très souvent, on va retrouver un container. Si on a plusieurs largeurs différentes dans la page, je peux avoir des éléments différents. Par exemple, container large, container small et ce genre de choses. Donc là, ça va être vraiment tous des styles qui vont avoir attrait à des structures que je retrouve entre les différentes pages. Pareil, s'il y a plusieurs endroits où on a la même grille, typiquement, si je prends le cas de mon site, on a cette grille-là, et dans la partie formation, on a une grille qui est identique. Ça, je le crée aussi dans la partie layout. Donc là, par exemple, je pourrais l'appeler grid, et on mettrait 4, parce que c'est par défaut sur 4 colonnes. Et automatiquement, je mettrai le responsive avec des media query à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment des styles génériques pour des structures de pages que l'on retrouve un peu partout. Après, un niveau au-dessus, donc à la racine, je vais avoir un autre dossier que je vais appeler components. Dans ce dossier-là, je vais avoir tous les styles qui vont avoir trait à des composants que l'on retrouve un petit peu partout sur mes pages. Donc ça va beaucoup dépendre du design system, mais par exemple ici, on a des cartes. Là, on a des boutons. Donc là, je vais créer des fichiers CSS qui vont correspondre à chacun de mes composants. Donc typiquement, j'aurai un nouveau fichier btn.css pour les boutons, un nouveau fichier card.css pour les cards, et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, j'ai un dossier module pour les sections qui correspondent à mon design. Donc là, on va retrouver en général des choses qui sont un petit peu plus larges. Typiquement, on aurait un module pour le footer, on aurait un module pour le header,
Si on a un formulaire pour s'abonner à la newsletter, ben, j'aurai un module newsletter. Donc typiquement, à l'intérieur, on retrouve des modules qui correspondent à des sections de mon site. Si je prends encore une fois mon exemple à moi, j'aurai une partie tutoriel pour ce listing de tutoriels. Pour la partie blog, ben, j'aurai une partie module qui s'appellerait blog. Et ça me permet de regrouper certaines règles par thématique particulière. En général, à l'intérieur de ces CSS-là, je ne définis pas de layer. Les layers, je les gère plutôt au moment de l'import. C'est-à-dire que dans mon CSS principal, après avoir défini comme ça ces layers-là, je vais venir faire mon import. Donc là, typiquement, je vais importer mon reset. Et c'est à ce niveau-là que je précise que c'est dans le layer reset. Ce qui me permet de contrôler plus simplement les choses sans forcément avoir besoin de mettre des layers dans tous mes CSS. Donc ça, c'est voilà, une petite préférence personnelle, mais ça dépend, vous n'êtes pas forcément obligé de l'appliquer. Une autre solution, c'est de venir mettre directement les layers à l'intérieur de chaque fichier et de ne pas les faire au moment de l'import. Maintenant, l'autre problématique que l'on rencontre une fois qu'on a choisi ce découpage-là, c'est comment on nomme les choses. Par exemple, si je prends le cas de cette maquette, on a un bouton qui ressemble à ça et on a un second bouton qui ressemble à ça. Donc dans les chapitres TP qu'on a fait, nous on avait appelé ça BTN Fill pour un bouton rempli et BTN Border pour un bouton qui a une bordure. Alors le nommage des classes, c'est toujours un truc compliqué et il y a plein de manières de faire les choses. Mais il y a une convention que j'aime bien qui s'appelle le BEM, qui consiste à utiliser des doubles underscores ou des doubles tirets en fonction de la situation. Pour vous donner un exemple concret, on va prendre le cas des boutons. Ce que je vais commencer par faire, c'est dans mon btn.css, définir un style générique, btn, qui rajouterait les paddings et les éléments qui sont partagés entre tous les boutons. Ensuite, je vais avoir des classes supplémentaires pour les différents styles de boutons. Et ces classes-là, on va utiliser un double tiret. Ça me permet de mieux les identifier. Par exemple, btn-border. Ça serait pour un bouton qui a une bordure. btn-fill pour un bouton qui est rempli. Un bouton qui est plus gros, ben, je l'appellerai --large. Et à chaque fois, je crée une classe comme ça. Ce qui fait que dans mon HTML, si je voulais représenter ce bouton-là, j'aurai un bouton et je lui donnerai deux classes. À la fois la classe btn, ça c'est pour le style général qui est utilisé pour tous les boutons, et btn-fill. Si je veux qu'il soit plus grand, btn-large. Et en fait, je peux cumuler des classes et à chaque fois, je mets ce préfixe-là, ce qui me permet de savoir que là, c'est un modificateur pour la classe bouton. Si on a des éléments enfants, bon là on pourrait utiliser un simple sélecteur SVG, mais on va utiliser des doubles underscores. Ça veut dire que là, on pourrait avoir une icône. On va imaginer que c'est un SVG, mais je ne mets rien à l'intérieur pour l'instant. Et je mettrai btn __icône. Alors on peut se dire, pourquoi utiliser deux fois underscore ou deux fois tiret? En fait, ça me permet de ne pas me bloquer pour la suite. Par exemple, si j'avais un bouton dans le header qui a un style complètement différent des boutons classiques, je pourrais avoir mon header et je lui donnerai comme classe à ce bouton header-btn. Je garde les tirets pour les noms classiques. Et après, par exemple, si j'avais une icône dedans, bah, ça serait un SVG qui aurait la classe header-btn __, et on mettrait icône. Pareil, si j'avais deux boutons dans le header et il y en a un qui a un style différent, bah, je pourrais avoir un header-btn --fill. Donc l'avantage d'avoir des doubles tirets ou des doubles underscores, c'est qu'on peut garder un tiret ou un underscore pour le nom de la classe classique, mais avoir un modificateur qui se voit un petit peu plus. C'est juste une question de lisibilité plus que quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est une convention qui marche bien, en tout cas je le trouve personnellement. Donc ce que l'on ferait dans notre CSS, c'est comme ça définir l'ensemble des styles. L'avantage, c'est qu'on a moins à réfléchir au niveau de la structure. On choisit un élément, et ensuite, si on est dans un sous-élément, on met underscore. Donc par exemple, si je suis sur les cards et qu'on a un titre, donc ça serait le style de carte par défaut. Si j'ai un titre dedans, ben, je peux le styliser comme ça. Si j'ai un footer, je le stylise comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, les noms des classes viennent plus naturellement grâce à cette structure-là. Ça marche très bien dans le cadre des composants. Après, c'est vrai que dans le cas des modules ou autres, ça peut être un peu plus compliqué, mais vous pouvez utiliser cette convention-là, ça peut vous permettre de mieux organiser votre CSS. Enfin, il y a un autre moyen de styliser, c'est les classes utilitaires. Alors ces classes-là, leur objectif, c'est d'être un petit peu plus simple et de correspondre toujours à un élément particulier. Si je vous donne un exemple concret, imaginons-nous qu'on a envie d'afficher ou de masquer des éléments suivant qu'on soit sur mobile ou sur grand écran. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Utilities.
Et dans ce dossier-là, je vais créer par exemple un nouveau fichier que je vais appeler Visibility. Ça serait toutes les règles utilitaires qui ont trait à la visibilité. Ben, ce que je pourrais faire, c'est créer une classe très générique que j'appellerai Hidden. Et cette classe-là, elle ferait un display none. Donc maintenant, je peux juste mettre une classe Hidden pour les éléments que je ne veux pas afficher sur ma page. Donc si je veux que ce bouton-là, il ne s'affiche pas, je rajoute Hidden. Vous allez me dire, c'est un peu bête parce que du coup, il est toujours masqué, donc autant ne pas le mettre dans l'HTML. Mais l'avantage, c'est que je peux créer des classes pour afficher ça sur plus grand écran. Donc typiquement, dans mon Visibility, je peux créer par exemple une classe que je vais appeler desktop-block et je vais lui dire, lorsqu'on est sur un suffisamment grand écran, donc on va mettre un écran qui au minimum fait 700 pixels par exemple, mais dans ce cas-là, je veux que tu deviennes un display block. De cette manière-là, dans mon HTML, je pourrais venir ici mettre un desktop-block. Mon élément serait masqué, mais sur plus grand écran, il serait visible. Bon, une autre solution, c'est d'avoir des classes qui s'appelleraient desktop-only, par exemple. Et là, on pourrait mettre directement au niveau de la visibilité que par défaut, la classe desktop-only, elle fait en sorte d'être en display none par défaut, et sur plus grand écran, elle est en display block. Le principe de ces classes-là, c'est vraiment d'avoir des tout petits morceaux de CSS que vous pouvez utiliser. Un autre cas serait pour les couleurs. On pourrait avoir une classe que l'on appellerait bg-red et qui rajouterait une couleur de fond rouge. Maintenant, si je veux un élément qui s'affiche que sur bureau et qui devienne rouge, je pourrais mettre au niveau de mon HTML des classes cumulées. Et ça, c'est une approche qui est dite utilitaire. Le principe, c'est de ne plus avoir des classes qui sont comme ça et qui regroupent tout un tas de règles, mais d'avoir des petites classes simples que l'on va cumuler au niveau de notre HTML et qui permettent de faire les choses. Alors dans les faits, on peut se poser la question de quelle est la meilleure approche. Est-ce que mieux vaut que je crée des pleines classes utilitaires et que je les utilise, ou plutôt que j'ai des classes comme ça avec des composants? Ça va vraiment dépendre de la situation à mon sens, et il n'y a pas une réponse unique à ça. Pour l'instant, par rapport à ce que l'on a vu dans cette formation et notre manière de travailler, l'approche qui consiste à utiliser des classes qui contiennent plusieurs règles est plus simple. Mais dans certaines situations, notamment lorsque on a besoin de dire je veux un élément à gauche et un élément à droite, ça peut parfois être intéressant d'avoir des classes utilitaires pour éviter justement de trouver des noms à des éléments qui ne sont pas forcément évidents. Un autre exemple de classe utilitaire que moi j'utilise assez souvent, c'est par exemple une classe flex. Et vous dites que par défaut, ça fait un display flex. Et moi j'aime bien faire un flex center. Et ça, je précise que ça rajoute en plus un align items à center. Et vous pouvez comme ça avoir des classes un petit peu simples que vous pouvez utiliser si vous voulez juste gérer le placement d'un élément par-ci par-là. Il faut savoir qu'il existe même des outils permettant de générer ces classes, mais ça on le verra bien plus tard. Un de ces outils s'appelle Tailwind CSS, vous entendrez sûrement parler de cet outil assez rapidement. C'est un outil qui vous permet de vous offrir tout un tas de classes utilitaires que vous allez pouvoir utiliser pour composer vos designs. Donc si je prends l'exemple ici, on a flex, donc ça fait un display flex. Flex call, ça fait un flex direction en colonne. Item center, vous pouvez imaginer ce que ça fait. Ça rajoute un gap. Et ça, c'est une notation pour dire cette règle-là, elle ne s'applique que pour des écrans de taille moyenne, MD comme medium. C'est une manière très différente de concevoir le CSS. Le problème, c'est que si vous faites le CSS vous-même, créer l'ensemble des classes utilitaires dont vous avez besoin, ça va vous prendre un temps de fou. Donc c'est pour ça que ce genre de librairie existe. Mais pour les maquettes que vous allez faire pour commencer, je vous conseille d'avoir ce découpage-là. Donc au niveau de votre CSS, commencez par définir les règles. Ensuite, faites des imports avec des fichiers qui sont séparés. Définissez l'ensemble des variables que vous utilisez. Et ensuite, vous vous organisez comme je vous l'ai montré. Pour le nommage des classes, soit vous pouvez prendre votre propre convention, soit celle que je vous ai montrée, donc l'approche BEM, qui consiste à mettre des tirets-tirets lorsqu'on a des modificateurs et des underscore lorsqu'on a des éléments enfants. Si je reprends toujours cet exemple-là, on aurait notre élément card. Dedans, on aurait par exemple notre H2, et on aurait ce H2 qui aurait la classe card title. Au-dessus, on aurait notre image qui aurait la classe card image, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'aime bien cette approche-là parce que ça nous évite d'avoir à réfléchir sur le nommage des classes. Et comme ça, vous aurez déjà une première base qui vous permettra de structurer votre CSS.
Enfin, comme je l'ai évoqué, en termes de performance, cette approche-là fait que vous allez devoir importer beaucoup de fichiers CSS différents, ce qui peut avoir un impact sur les performances une fois le site en ligne. Mais sachez qu'il existe des outils qui vont être capables de lire votre fichier CSS et de générer un seul fichier CSS en sortie. Mais ça, on le verra plus tard parce que ça fait intervenir d'autres technologies. Mais une de ces technologies s'appelle Lightning CSS par exemple, et vous tapez une commande et ça permet de fusionner les choses. Donc j'espère que ça vous aiguillera un petit peu sur l'organisation à adopter, et du coup je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre. Ciao!